Le bec en l'air est une série de 51 chroniques parues de octobre 1895 à septembre 1896. Cette seconde série lue par Philippe pour Vocalivre vous propose de découvrir le ton style très décalé et humoristique d'Alphonse Allais avec 10 nouvelles chroniques. Contre les chiens. Moi, qui adore la plupart des bêtes, j'ai toujours proféré une ardente répulsion pour le chien, que je considère comme l'animal le plus abject de la création. Le chien est le type de l'animal larbin, sans fierté, sans dignité, sans personnalité. Une dame, pleurade et sentimenteuse, interrompit ma diabride. « Oh, le bon regard humide des bons toutous !» larmoya la personne. « Comme ça vous console de la méchanceté des hommes. » Il n'en fallut pas plus pour me mettre hors de moi. Les bons toutous, ah! Ils sont chouettes, les bons toutous. Le chien est aimant et fidèle, dit-on, mais quel mérite à s'attacher au premier venu uniquement parce qu'il s'intitule votre maître? Beau ou laid, drôle ou rasant, bon ou mauvais. On a vu des chiens, dit-on encore, se faire tuer en défendant leur maître contre un bandit. Parfaitement. Mais le même chien aurait pu être aussi bien tué en attaquant l'honnête homme pour le compte du bandit, si ce bandit avait été son maître, et si l'honnête homme avait détenu l'indispensable revolver. Le chien est un pitre qui fait le Jacques pendant des heures pour avoir du sucre. C'est un lâche qui étranglerait un bébé sur le moindre signe de sa fripouille de patron. Dans tout chien, il y a un fauve, mais un fauve idiot, qui, sans l'excusable besoin d'une proie personnelle, fait du mal pour la quelconque lubie d'un tiers. Le chien est lécheur, il lèche tout. Il lèche la main qui lui donne un morceau de pain. Il lèche la botte qui vient de lui défoncer 3 côtes. Il lèche bien d'autres choses, le cochon. Et bien d'autres choses encore. Le salaud. Le chien a un instinct épatant, mais une âme de boue. Ah, quelle différence avec le chat, avec l'admirable chat. Je sais par cœur tous les vers que les poètes ont faits sur les chats, les vers de Gautier, de Baudelaire, de Rollinat, et même tout le délicieux volume que leur consacra notre bon Raoul Gineste. Ah, les chats! J'aime leur allure harmonieuse, forte, câline et souple. J'aime leur attitude de mystère et de fierté. Essayez de les frapper, ceux-là, même en jouant, et vous verrez quel croc surgit et quelle griffe. Ah, les chats! En voilà qui en remontrerait à Maurice Barrès pour l'individualisme et la culture du moi. Mais non, il est généralement convenu que le chien est un bon toutou, et le chat, à peu d'exceptions près, une sale bête. Depuis les temps les plus reculés, jusqu'à nos jours, mon excellent ami le vicomte, abri d'abattu, se refusait farouchement à partager mon horreur du chien. Le chien, disait-il, avait du bon, beaucoup de bon. Pour sa part, il était heureux de posséder Médor, un excellent Terre-Neuve qui avait vu naître son enfant, le petit Henri, et pour lequel Henri, Médor, se serait fait hacher menu. Quand Médor est auprès d'Henri, je suis tranquille, aussi tranquille que si j'avais Henri dans mes bras. Or, savez-vous ce qui arriva la semaine dernière dans la vaste propriété que possède mon ami le vicomte A. Bride abattu sur la côte d'Azur? Non? Eh bien, je vais vous le dire. On avait donné au jeune Henri, 3 ans et demi, déjà très assoiffé de sport, une petite voiture et un petit anarchement, le tout destiné à son véhiculage par l'excellent Médor. Médor fut enchanté de cette combinaison. Peu de chevaux, et non des moindres, se seraient aussi correctement comportés. Oui, mais un jour que Médor trimballait Henri dans sa petite voiture, sur un chemin longeant une rivière,
il arriva qu'un jeune ramoneur piémontais eut l'idée de faire une plaine d'eau dans la dite rivière. Le Terre-Neuve, n'écoutant que son atavi d'instinct, ne balança pas une seconde. Il se jeta à l'eau, lui, son attelage et le jeune Henri. Et cet imbécile de chien, pour sauver un Savoyard qu'il n'avait jamais vu de sa vie et qui, d'ailleurs, ne courait aucun danger, n'hésitait pas à noyer l'enfant confié à sa garde. Autre histoire pour corroborer mon dire. Un monsieur marié, se promenant un matin avec son chien, une bête fort intelligente à laquelle il tenait comme à ses prunelles, rencontra une jeune femme très séduisante et d'abord facile. Si facile que 5 minutes après la rencontre, le monsieur marié et la drôlesse se préparaient à entrer dans le domicile 17. Tom avait suivi le couple luxurieux, mais la dame refusa l'entrée de ses appartements au toutou. « Qu'à cela ne tienne, fit le monsieur. » Et d'un grand coup de pied dans le derrière, il intima au chien l'ordre de regagner sa demeure. Tom s'éloigna. À cet instant, nous avons un passage interdit par la censure. Une demi-heure s'était à peine écoulée que retentissait un léger grattement contre lui de la courtisane. « Laisse-le tout de même entrer, » implora le monsieur, et il ouvrit la porte lui-même. C'était, en effet, le bon Tom qui se trouvait là. Le bon Totom, mais pas seul. Le bon Tom était flanqué de la femme du mari adultère et de monsieur le commissaire de police du quartier. Tenace à son vieux renom de fidélité, Tom éprouvait la plus âpre horreur pour toute espèce de trahison, même la conjugale. Et il venait de mettre en pratique ses principes héréditaires. Mais pourrait-on objecter par quel ingénieux procédé Tom avait-il pu décider l'homme de police à se déranger? Sans doute, il avait pris comme interprète son propre collègue, le chien du commissaire. Ce qui prouve, une fois de plus, qu'on n'est trahi que par les chiens. Le scandale de demain. Par cette époque où trône la pseudo-imitation de simili-faux-strass, l'homme de bonne foi, j'entends de réelle bonne foi, étreint en ses mains brûlantes son crâne prêt à éclater et murmure, abattu. Où s'arrêtera l'audace des contrefacteurs? Je puis lui dire, moi, à cet être loyal, où elle s'arrêtera, l'audace des contrefacteurs. Elle est bien décidée à ne s'arrêter jamais. Et elle ne s'arrêtera jamais, jamais, jamais. Les hommes de réelle bonne foi n'ont qu'à porter le deuil de leur espérance. Le scandale que je dévoile en les lignes ci-dessous, et dont toute la presse s'occupera demain, va montrer quel sommet peut atteindre le toupet et l'ingéniosité des fraudeurs. Pour ne pas faire moisir les charmantes jeunes femmes qui me font l'honneur de me lire, disons tout de suite que la police vient de découvrir à Paris l'existence de 4 gares clandestines. Pour les personnes qui n'auraient pas bien entendu, je répète. La police vient de découvrir à Paris l'existence de 4 gares clandestines. 4 gares clandestines, vous avez bien lu, et qui correspondent chacune à une ligne secrète de chemin de fer. La découverte de ce fait vraiment particulier mérite d'être comptée par le menu. Depuis assez longtemps, les compagnies de chemin de fer s'apercevaient d'une baisse assez sérieuse dans leurs recettes, baisse que rien ne semblait justifier. Une enquête, menée de la façon la plus intelligente, n'amena aucun résultat. L'économiste Paul Leroy-Beaulieu, consulté à ce sujet, écrivit un volumineux rapport dont la conclusion bien personnelle était la suivante. La baisse dans les recettes des compagnies doit correspondre à une diminution dans le nombre de voyageurs
ou de marchandises transportées. Les choses en étaient là quand, un jour, l'inspecteur de la sûreté Fauvette, attablé chez un mastroquet de la rue de Flandre, observa des faits qui lui parurent éminemment louches. Sur le coup de 6h30 ou 7h du soir, des clients, en assez grande quantité, pénétraient chez le mastroquet. Ils se dirigeaient vers une salle située dans le fond du débit. Tout le monde entrait, et personne ne sortait. Quelques centaines de personnes s'introduisirent ainsi et ne sortirent point. Et d'autres centaines encore, et puis des milliers. Ayant payé sa consommation d'abord, et d'audace ensuite, l'agent prit le même chemin que tous ces mystérieux personnages. Dans un coin de la salle du fond, se spiralisait un escalier de 300 et quelques marches qui vous conduisait au sein d'une immense cave, puissamment éclairée à l'électricité. Dans cette cave, la locomotive d'un train, en partance, haletait rythmiquement. Le policier n'eut que le temps de se jeter dans un wagon. Une demi-heure après, il débarquait dans une autre cave, la cave d'un mastroquet de Maison Lafitte. Sa religion était éclairée. Nul doute désormais. Une semaine ne s'écoula pas sans qu'on eût mis la main sur la vaste trame d'une entreprise encore inconnue dans l'histoire de la fraude. D'importantes arrestations ont été opérées hier. On parle d'anciens hauts fonctionnaires des compagnies, récemment destitués, et qui se seraient mis à la tête de cette incroyable et peu délicate concurrence. D'ailleurs, tout le personnel de ces chemins de fer clandestins serait, paraît-il, recruté parmi les employés, mécaniciens, etc., révoqués des compagnies. On s'attend à des révélations piquantes. Leur anglais ne serait pas étranger à l'affaire. À bientôt des détails circonstanciés. Dernière heure! On vient de découvrir, dans le grenier d'un marchand de grains du Vésiné, les 12 locomotives dont la disparition avait fait si grand bruit la semaine dernière à la gare du Nord. Utilisation de la Tour Eiffel pour 1900. Au risque de faire beaucoup de chagrin à Maurice Barrès, les pouvoirs publics semblent disposés à exécuter une exposition universelle en l'an 1900. Je n'apprendrai rien à personne en ajoutant que ces magnifiques joutes de l'industrie internationale tiendront leur assise dans les quartiers du Champ de Mars, du Trocadéro et des Champs-Élysées. On ira même jusqu'à démolir, pleurer, mes yeux, cette merveille de grâce et d'aménagement qui s'appelle le Palais de l'Industrie. La question de la suppression de la Tour Eiffel fut un instant agitée en haut lieu. Peut-être même ce haut lieu n'était-il autre que la propre troisième plateforme de la dite tour. On discuta longtemps, paraît-il. Finalement, sur la réflexion d'un judicieux esprit que, le conseil de la Légion d'honneur ayant laissé sa rosette à M. Eiffel, on pouvait bien conserver sa tour. On décida de ne point déboulonner encore le métallique édifice. Apprenant cette résolution, mon ami le capitaine Cap sourit dans ses longues moustaches, vida d'un trait le gobelet qui se trouvait à sa portée, et dit « J'ai une idée !» Le contraire m'eût étonné, Cap. Une idée pour rendre utile cette stupide tour qui fut, en 1889, une utile démonstration industrielle, mais qui est devenue si parfaitement oiseuse. Et puis, on l'a assez vue, la tour Eiffel. On l'a trop vue. Conservons-la, soit, mais donnons-lui un autre aspect. Si on la renversait la tête en bas, les pieds en l'air, c'est précisément à quoi j'ai pensé. Mais mon idée ne s'arrête pas là. Votre idée, Cap, ne saurait point s'arrêter? Comme le temps, comme l'espace, elle ne connaît point de bornes.
Merci, mon garçon. Donc, nous renverserons la tour Eiffel, et nous la plantons la tête en bas, les pattes en l'air. Puis nous l'enveloppons d'une couche de magnifique, décorative et parfaitement imperméable céramique. Bravo, Cap. Et puis, quand j'ai obtenu un ensemble parfaitement étanche, j'établis des robinets dans le bas et je la remplis d'eau. D'eau, Capitaine? Quelle horreur! Oui, d'eau! Bien entendu, avant cette opération, j'ai débarrassé la tour des constructions en bois, et en général de toutes les matières organiques qui corrompraient mon eau. Devinez-vous maintenant? Je devine, ou je crois deviner, que vous exposerez à l'admiration des foules un somptueux gobelet quadrangulaire de 300 mètres de haut. Un gobelet rempli de quoi? Un gobelet rempli d'eau? D'eau? Comment? Je comprends. D'eau ferrugineuse. Ah, Cap, vous êtes génial. Oui, d'eau ferrugineuse et gratuite, à la disposition de nos contemporains anémiés. Au bout de quelques années, toute cette masse de fer, dissoute peu à peu dans l'eau des pluies, aura passé dans l'organisme des Parisiens, leur communiquant vigueur et santé. Si, au lieu d'eau, nous mettions du gin, Cap, du bon vieux gin. Le capitaine me répondit sévèrement. Le goût du gin ne va pas avec le goût du fer. Un de mes amis qui est concierge. Comme je me trouvais de très bonne heure dans son quartier, j'eus l'idée de grimper à son altier 5e étage et de serrer la main loyale de mon ami Chose. Mes appels, soit par voie de sonnette, soit par voie de heurte sur la porte, soit par voie d'indicibles et sympathiques clameurs, restèrent sans écho. Assurément, il n'y était pas. Mais comment expliquer l'absence de cet être si peu matinal et si peu découcheur? Peut-être mort? Pauvre garçon. Oh non. Je l'aurais su par sa belle-sœur. Je redescendis les 5 étages, espérant trouver une explication chez la concierge. Précisément. Et à ma grande surprise, Chose se trouvait dans la loge. Il y était, confortablement assis en un vieux et ridicule fauteuil de tapisserie, et il lisait des journaux. Dès qu'il m'aperçut, la pourpre de la confusion s'épanouit sur sa face, et le timbre de la visible gêne, voilà son organe. Après les premières effusions. « Je descends de chez toi, fis-je, et je ne t'ai pas trouvé. »« Naturellement, puisque je suis là. »« Et qui fais-tu, là ?»« Ce que j'y fais. »« Ce que j'y fais ?»« J'y fais que c'est moi qui suis concierge de la maison. Maintenant. » De la part d'un joyeux farceur comme Brutinière, par exemple, ou Gaston Deschamps, j'aurais cru à une excellente plaisanterie. Mais, venant de mon ami Chose, un des garçons les plus sérieux du 18e arrondissement, l'assertion me parut digne de créance. Il ne se fit pas prier, d'ailleurs, pour expliquer son étrange avatar. En proie à une gêne provisoire, Chose se trouvait en retard de 3 termes. Il commençait à s'accoutumer à cette situation, et même il se préparait, sans angoisse, à l'aggraver par un retard prochain de 4 termes, en attendant le mois d'avril, où il se trouverait en retard de 5. Quand il reçut, vers le 15 décembre, la visite de son propriétaire. Cet homme, aimable, mais fripouille, comme la plupart des industriels de sa sorte, lui apportait une proposition des plus avantageuses. « Vous me devez 3 termes, monsieur. Dans quelques semaines, vous m'en devrez 4. Je suis disposé à faire un exemple, et à vous jeter sur le pavé avec les quelques vagues détritus personnels que la loi vous concède. Je dissiperai le reste aux 4 vents des enchères publiques. » Mon pauvre ami Chose
pâlit à l'idée qu'on allait le séparer de ses bons livres, de ses petits bibelots, de ses belles gravures de Thornley. « Vous ne ferez pas cela » gémit-il. « Non, » ricana le vampire, « je me gênerai. » Devant la douleur réelle du pauvre garçon, le vieux vautour sembla se raviser. « Si vous tenez tant que ça à votre mobilier, je vous offre une petite combinaison. »« Tout ce que vous voudrez. Je vais, ce soir même, renvoyer ma concierge qui me vole. Remplacez-la jusqu'au 8 janvier, jour du premier terme. »« Moi, concierge ? Pourquoi pas ? On doit tout supporter, plutôt que de faire tort d'un sou à son pauvre propriétaire. Donc, vous serez concierge. Rien de plus simple que d'apprendre la situation respective du logement des locataires. Monsieur un tel au premier à gauche, monsieur tel autre au 5e au fond du corridor, etc., etc. Et puis, quand vous vous tromperiez, cela n'a aucun inconvénient. Les locataires ne sont pas des gens bien intéressants. Allons, qu'en sentez-vous ? Dame. Voilà, le 1er janvier qui arrive. Vous recevrez beaucoup d'argent à l'occasion des étrennes, et vous serez alors en mesure de me régler mon premier arriéré. Chose accepta. Et voilà comment un brave garçon, pour conserver ses livres et ses Thornley, en arriva à tirer le cordon à des gens qui ne le valent certainement pas. Radicale proposition. Notre excellent confrère, M. Émile Gautier, qui est un poète, comme l'indique son nom de Gautier, et un savant, comme l'assure son prénom d'Émile, s'émerveillait l'autre matin dans le Figaro de la mirifique crinière, et tant polychrome, dont s'échevèlent les arbres des boulevards, depuis cette débauche de Serpentin de jeudi dernier, jour de la mi-carême, si mes souvenirs sont exacts. Comme poète, il admire. Comme homme sérieux, il déplore. Comme savant, il propose un remède. Certes, le remède que propose Émile Gautier est ingénieux, mais je le trouve insuffisant. On imposerait, d'après Gautier, aux marchands de Serpentin une certaine composition de papier, pâte de bois et colle d'amidon, que la première averse pourrait réduire en une purée sans consistance et tout de suite disparue. Gautier n'y a pas pensé, mais rien n'empêcherait le gouvernement d'interdire, de la même façon, tous les confettis qui ne seraient pas de cette composition. Et même, comme on est exposé à en avaler quelques-uns, on pourrait les découper dans de minces pellicules de pâte pectorale. Malheureusement, le gouvernement dont nous jouissons pour l'instant a des tendances libertaires qui lui prohibent la moindre immixtion dans toute industrie, et principalement dans celle des frivolités carnavalesques. C'est dommage, parce que moi aussi, j'avais une solution au problème, et une solution autrement élégante que celle de Gautier, et combien plus radicale. D'abord, moi, État, je m'octroierai le monopole des serpentins, confettis, spirales, petits balais et autres. Tous ces ustensiles seraient composés d'un papier spécial qu'on pourrait appeler, si personne ne s'y oppose, du fulmi-papier. C'est assez dire que mon papier subirait la même préparation qu'on inflige au coton pour le transformer en fulmi-coton. Trempage dans un mélange d'acide azotique et sulfurique, lavage, séchage, etc. Et dans la nuit qui suivrait le mardi gras ou la mi-carême, à l'heure où le dernier pochard vient de rentrer chez lui, on allumerait le tout. Ceux de nos lecteurs qui ont eu l'occasion, au cours de leur existence mouvementée, d'allumer 5 ou 6 kilos de fulmi-coton dans le creux de leurs mains savent avec quelle promptitude s'opère la combustion. Le fulmi-coton a bien des défauts,
Mais on ne peut pas lui reprocher, quand il brûle, de brûler lentement. Je tenais à lui rendre ici cette justice. Il ne faudrait pas plus de 30 secondes pour que tout Paris fût déblayé du 1,5 million de kilos de papier multicolore qui l'encombre à chaque soir de Bacchanal D. Le seul inconvénient de mon procédé gît dans le bris probable de tous les vitres de la capitale. Et peut-être que les immeubles eux-mêmes suivraient l'exemple des simples vitres. Mais qu'importe la destruction de Paris, si les gens graves sont satisfaits. Et les braves gens l'exigent. Pas de serpentins dans les arbres, ça n'a pas l'air sérieux. Comment on fait les bonnes maisons? Après avoir longtemps fait la sourde oreille, l'administration municipale de Chatouilly se décida enfin à écouter les injonctions de la nommée Vox Populi et du sieur Consensus Omnium. L'opinion publique était, en cette occurrence, représentée par les boulangers, les bouchers et les limonadiers de Chatouilly, auxquels venait s'adjoindre la totalité des bonnes du pays et un lot important de jeunes femmes incomprises ou simplement tendres. Il s'agissait, j'aurais dû commencer par là, de la création d'une garnison et de la construction, naturellement, d'une caserne ad hoc. Grosse affaire, mes amis, et qui n'alla pas toute seule. Quelques propriétaires et rentiers, amis de la tranquillité, protestaient dans l'ombre, au nom, Béranger, des bonnes mœurs. Au dire de ces tartuffes, la vertu des filles et des femmes de Chatouilly ne serait qu'une insignifiante bouchée pour les appétits génésiques des attendus lignards. Des mères de famille tressaillirent d'épouvante, des maris virent en leurs songes se démesurer d'inéluctables cornes, des cornes d'abondance, espérèrent quelques autres, à tendance sous-marine. À force d'être partout chahutée, cette question de mœurs, un beau soir, éclata en plein conseil municipal. Un édile qui, en sa qualité de rude capitaine en retraite, savait mal farder la vérité, s'écria. « Il va venir un régiment ici, c'est entendu. Il sera admirablement reçu par la population, c'est entendu. Il trouvera à manger et à boire, c'est entendu. Mais, se croisant brusquement les bras, tonnerre de sort, je me demande où il se trouvera, à aimer. » À cette sortie, le conseil municipal tout entier se mit à rire d'une main, tandis que de l'autre, il se voilait la face. Le vieil homme d'armes, brandissant sa compétence et projetant sur la question une brutale lumière, insista longuement et déplorablement. Pour en finir, le maire fit se constituer l'assemblée municipale en comité secret, et le reste de la discussion se perdit dans le mystère et l'ombre. Tout ce qu'on put savoir, c'est qu'une commission de 3 membres avait été nommée dans un but des plus délicats. On vit ces 3 messieurs se promener fréquemment dans les rues écartées de Chatouilly, en gens qui chercheraient, comme qui dirait, une maison à louer. Et puis, ces 3 messieurs parurent avoir trouvé leur affaire. On les aperçut à plusieurs reprises, en quelques discussions, avec un Auvergnat, marchand de ferraille et cabaretier. Un de ces Auvergnats dont la totale inconscience amène une fatale réussite dans les multiples affaires qu'ils entreprennent. À la suite de ces conciliabules, le sieur Chamonix, l'adverne susdit, fit acquisition d'une vieille maison, proche de son cabaret, au bout de la ville. Des ouvriers travaillèrent fébrilement à remettre en état l'antique immeuble, à le garnir de belles persiennes vertes, et, surtout, à peindre sur sa devanture un fort spacieux numéro qu'il eût fallu être bien discret pour ne point remarquer. Tout fier, Chamonix alla trouver le chef de la municipalité. « Je suis prêt, monsieur le maire. »« Vous êtes bien pressé. Le régiment n'arrive que dans 8 jours. »« Peu importe, j'ouvrirai ce soir. Comme ça, ne serait que pour me mettre au courant. »
Les personnes sont arrivées? Oh non, je compte commencer modestement avec ma femme et ma bonne. Les dimanches, il y a ma belle-sœur qui ne refusera pas de nous donner un coup de main. Le Captain Cap et la défense nationale. Le premier être humain que j'aperçus en sortant de la gare fut mon vieil ami le Captain Cap, qui remontait d'un pas songeur la rue d'Amsterdam. En vue de cette occurrence, la main de Dieu eut, jadis, la précaution de placer en cet endroit les riches bars de notre vieux Austin. Et puis, il faisait si chaud depuis le buffet de Sergigny, ma dernière étape. Nous entrâmes. 8 mois déjà passés que je n'avais vu le capitaine. 8 mois. La bonne rencontre, et quel parfum fleurait le Oldest Tom Gin de ce frais petit bar. Donnez-moi votre main, Cap, que je la serre encore. Et aussi la vôtre, vieux lâcheur. Ne m'accusez pas, Cap. Oui, je sais. Le capitaine avait tant de choses à me conter qu'il ne savait par où débuter. Je vins à son secours. D'où arrivez-vous, Cap, en ce costume de voyage? Des grandes manœuvres de l'Est. C'est beau! Oh, je n'ai pas eu le temps de regarder les troupes. J'avais d'autres chiens à fouetter. Je vois, avec plaisir, mon cher Cap, que vous n'avez pas changé. Car il n'y a que vous au monde, et quelques aveugles, pour aller aux grandes manœuvres sans jeter un coup d'œil sur les militaires. Je ne fus en contact qu'avec les généralissimes. Zurlinden, Félix Faure et Dragomirov. Vous avez de jolies relations, Cap. Dites plutôt que ces messieurs furent des plus honorés de me connaître. Ont-ils au moins su vous apprécier? Il le fallut bien. Mon invention était de celles qui s'imposent à l'admiration des plus grosses légumes. Votre invention, Captain? Mon invention, oui. Ah, ah. Ce ha-ha cachait de ma part une intolérable démangeaison de connaître la nouvelle idée de mon prodigieux ami. Mais lui se cavernait dans l'inexorable cloître du mutisme. Voyons, Cap, soyez gentil, dites-moi quelques mots de votre invention. Impossible. Indiquez-moi seulement de quoi il s'agit. Impossible, impossible, ce serait compromettre la défense nationale. La défense nationale? Le salut de la patrie? C'est vous qui venez de me parler de ces sornettes, vous, Cap, l'apôtre de l'anti-européanisme? Le salut de la France m'intéresse autant qu'une partie de poker dice, et j'aime beaucoup le poker dice. Je me levai, tendis la main à Cap, et d'une voix consternée, « Au revoir, dis-je, ou plutôt, adieu, Cap. » Adieu? Pourquoi adieu? Parce que je ne veux ne plus jamais revoir un ami dont je perdis la confiance. Allons, asseyez-vous, grand enfant, je vais tout vous dire. Mais, jurez-moi, que pas une de vos paroles ne sortira d'ici. Je le jure. Mon idée, comme toutes les idées géniales, est d'une simplicité vertigineuse. Elle consiste à remplacer, pour le transport des dépêches, les pigeons par les poissons. Des poissons volants? Non, des poissons qui nagent tout bêtement, comme tous les poissons. Mieux que le pigeon, qui, comme son nom l'indique, est un imbécile. Le poisson est éminemment éducable. De plus, il est d'une discrétion parfaite. Avez-vous jamais entendu un poisson faire des ragots sur son prochain? Jamais, Cap. Le poisson était donc tout indiqué pour jouer un rôle important de messager militaire. Il porte les dépêches d'un général à un autre, aussi fidèlement, plus sûrement
et plus vite que n'importe quel idiot de pigeon. Et dire que personne n'a pensé à cela. Eh, les gens sont bêtes. Vos essais aux manœuvres de l'Est ont réussi ? Pleinement. Mon équipe de poissons voyageurs a rendu les plus grands services associés. Félix Faure n'en revenait pas. Et Dragimirov, qu'est-ce qu'il a dit ? Dragimirov était furieux. Il prétend que de faire porter des dépêches aux poissons, ça leur abîme le caviar. Le soi-disant bolide de Madrid. Grave révélation. Le lundi 10 février 1896, vers 10h30 du matin, par un ciel pur et bleu où le soleil brillait ainsi qu'au plus beau printemps, une formidable explosion se produisit en l'air, au-dessus de Madrid, jetant la terreur parmi les habitants. Il était exactement 9h29 quand eut lieu ce phénomène. Une lueur fulgurante illumina brusquement le ciel, tandis qu'une formidable détonation, bien supérieure aux plus effroyables coups de tonnerre, retentissait presque aussitôt. Les vitres des maisons volèrent en éclats, etc., etc. Je pourrais continuer ce récit en détaillant les dégâts matériels, de beaux dégâts, bien entendu, puisque la scène se passe en Espagne, en insistant sur l'affolement de la population, etc., etc. Je préfère arriver tout de suite à l'explication de ce phénomène, lequel, n'en déplaise à ces messieurs de l'observatoire, n'a rien de météorologique. Tout le monde, jusqu'à ce jour, a cru à un bolide. Erreur. D'une conversation que nous venons d'avoir avec monsieur Ollier, le sympathique consul de la Havane au Vésinet, il résulte l'explication suivante. Pour peu, cher lecteur, que vous lisiez assidûment les journaux, vous avez dû vous apercevoir que Cuba est, depuis quelque temps, en guerre avec l'Espagne, sa vieille métropole. Contrairement à leurs voisins les Portugais, qui sont toujours gais, les Espagnols sont toujours gnolls, surtout quand il s'agit de questions coloniales. Cette monstrueuse expédition de Cuba est en train de leur coûter beaucoup d'or, beaucoup de sang, sans compter beaucoup de boue, comme dit Drummond, dès que viendra la saison des pluies. Les Cubains ont la prétention de vivre libres dans leur pays libre. Quand un peuple s'est mis bien en tête ce, très naturel, en somme, programme, rien au monde ne saurait se mettre en travers de la réussite. Sans pouvoir favoriser ostensiblement le mouvement cubain, les États-Unis ne négligent rien pour en assurer le proche succès. Doctrine de Munroe. L'ingénieur Blagg Smith, un savant auprès duquel Edison n'est qu'un pâle enfant, a reçu de M. Cleveland la mission d'organiser scientifiquement et secrètement la déconfiture espagnole. Pendant que les patriotes cubains se battent, et bellement pour leur liberté, une équipe de hardis américains va attaquer les Espagnols chez eux. L'ingénieux Blacksmith a construit pour la circonstance un curieux appareil catastrophophore qui tient à la fois de la torpille, de l'obus et de l'aérostat. D'un navire mouillé au large, il peut lancer son engin à l'endroit de terre qu'il désire et le faire éclater à l'instant voulu. Le soi-disant bolide du 10 février n'était autre qu'un essai du procédé Blagg-Smith. Cette tentative ayant parfaitement réussi, l'inventeur américain est retourné dans ses vastes usines de l'Illinois pour y activer la fabrication de ce matériel guerrier. Il compte être de retour sur les côtes d'Espagne dans les prochains jours de mars. Si rien ne s'oppose à la bonne marche des opérations, Madrid devrait être complètement détruit le dimanche 15 mars à midi précise. Les Madrilènes, qui désireraient accomplir leurs devoirs religieux, devront donc assister, ce jour-là,
aux offices de la veille. Un garçon sensible. « Ah, mon pauvre monsieur, » me répondit mon ancienne concierge à laquelle je demandai ce que devenait son fils. « C'est un garçon qui me donnera bien du tourment. Allez. » Des natures impressionnables comme lui, qu'est-ce que vous voulez que ça fasse dans l'existence? Tout petit déjà, il était si sensible qu'on n'osait rien dire et rien faire devant lui. Au moment où on s'y attendait le moins, il éclatait en sanglots. Croiriez-vous, par exemple, qu'il ne voulait jamais manger de la crème fouettée? Et il l'adorait, pourtant. Pourquoi qu'on la fouette, la crème, disait le pauvre enfant, puisqu'elle n'a pas été méchante. C'est comme le riz, il adorait aussi. Un jour, j'étais à la cuisine en train de lui préparer son plat favori. Tout d'un coup, il me demande « Qu'est-ce que tu fais, maman ?»« Tu vois, je vais crever mon riz. » Voilà mon enfant qui se met à pousser des cris, à pleurer, à s'accrocher à mon tablier. « Je t'en prie, maman, je t'en prie, ne le fais pas crever, ce pauvre riz. J'aime mieux ne pas en manger. » Et de tout, c'était la même chose. Du reste, vous l'avez connu, vous savez ce qu'il en est. Depuis votre départ de la maison, on a essayé de le mettre en apprentissage dans différentes industries. Il n'a pu rester dans aucune. D'abord, monsieur Henri Mercier, notre locataire du deuxième, a voulu le prendre avec lui dans sa grande manufacture de serrurerie. Le soir même de son entrée, mon garçon est rentré, ses pauvres yeux tout rougis d'avoir pleuré. « Non, maman, disait-il, non, maman, je ne pourrai jamais m'habituer à faire tant de peine aux serrures. » Quelques jours après, il entrait dans une fabrique de poires tapées à Levallois-Perret. Il fit tous ses efforts pour y rester le plus longtemps possible, mais au bout de 8 jours, il me revint, bien décidé à ne pas y remettre les pieds. « Ça a beau être des poires, ça n'est pas une raison pour les taper comme ça. C'est ignoble, et ça me dégoûte. » Après, ce fut le tour de l'usine frigorifique d'Auteuil, où il trouva une petite place, grâce à la recommandation de monsieur Boris Bertrand, notre locataire du rez-de-chaussée. Ah là, ça ne traîna pas. Il resta à peine 2 heures et revint à la maison avec un gros chagrin et une indignation plus forte encore. Quelle infamie! Quelle lâcheté de frapper toutes ces pauvres carafes sans défense! Et il parlait d'organiser une société protectrice des carafes dont chaque membre aurait droit de dresser procès-verbal aux personnes brutales qui s'oublient jusqu'à les frapper. Au bout de quelque temps, il eut la chance d'entrer comme commis à la banque Raoul Ponchon. Là, ça commençait à aller pas trop mal, quand son patron eut un jour le malheur de lui dire « Voici un petit travail qu'il s'agirait d'exécuter le plus vite possible. » Mon fils devient blanc comme un linge et sort de la banque en disant « Je ne suis pas un bourreau, monsieur Ponchon. » Sa dernière place, c'était dans la grande maison d'électricité Charles Laonce, où l'avait présenté monsieur Vanderem, le grand romancier. Vous savez bien, notre locataire du premier. C'est une maison qui fournit à domicile des piles électriques pour actionner de faibles moteurs à l'usage de petits industriels. Mon fils ne travaillait pas dans les ateliers, il était attaché à l'administration. Malgré toute sa bonne volonté, il ne put résister dans cette maison que 8 jours, comme il me l'expliquait très bien. Comment veux-tu qu'avec ma nature si douce, si sensible, si peu batailleuse, je passe toutes mes journées à administrer des piles? Bref, le voilà encore sans place. Pauvre garçon, un tempérament comme ça, c'est une vraie maladie. Le soir, comme ça, vers 5 ou 6 heures, une tristesse terrible le prend.
Qu'est-ce que tu as que je lui fais ? Voilà la nuit qui tombe, me répond-il, pourvu qu'elle ne casse rien. Pauvre nuit. Encore hier, un de ses camarades est venu l'inviter à une petite fête qu'il organise pour pendre la crémaillère. Mon fils a refusé avec horreur. Pendre une crémaillère qui n'a rien fait. Ce spectacle était au-dessus de ses forces. Ah oui, mon cher monsieur, on peut le dire, pauvre garçon. Fort ému de ce récit, et pour arracher le jeune homme à la vie de Paris, plus cruel que tout autre, je priai un oncle que je possède à Thouars, dans le Loir-et-Cher, de le prendre comme secrétaire. Très brave homme, cet oncle n'a qu'un défaut, c'est de se laisser chambrer par sa gouvernante, la fille Azuta, Laure, une grande bringue noiraude et effrontée, très capable de se faire coucher, avec toute la couverture pour elle, sur le testament de mon vieux parent. Et nous nous y attendons si bien à cette captation que dans la famille nous appelons cet héritage l'héritage allé à Thouars. Mon oncle est le type de ces vieux savants de province qui, lentement, mais sûrement, apportent leur modeste contribution à la science, et qui font plus pour le bonheur de l'humanité que bien des commandants de recrutement dont je pourrais citer les noms. Auteur de plusieurs opuscules parus chez Gauthier-Villars, notamment d'un essai de longologie, d'un petit traité de graphographie, d'éléments de métrométrie, mon oncle est surtout connu du monde savant par ses bien personnels travaux technotechniques. Je mis ce brave homme au courant de la situation matérielle et morale du fils de mon ancienne concierge. Il en ressentit une vive pitié et prit avec lui tous les ménagements possibles. Le pauvre garçon eut bien à souffrir au spectacle des travaux rustiques. C'était le moment où d'impitoyables faucheurs coupaient le blé, l'orge, l'avoine. Pauvre blé, pauvre orge, pauvre avoine. Et puis, ensuite, ce fut le grain qu'on bâtit. Pauvre grain. Le bruit de la machine à battre indisposait tellement l'âme de notre ami qu'il fuyait, pour ne point l'entendre, au fond des bois. Dans la maison de mon oncle, il ne souffrit pas moins. La gouvernante, cette personne dont j'ai parlé plus haut, la fille Azuta, Laure, est affligée d'une manie respectable en soi, mais ridicule dès que poussée à l'excès. L'horreur de ces myriades de petits maculatures spéciales qu'on est bien forcé, si parfaitement élevés qu'on soit, d'appeler des chiures de mouches. « Encore une chiure de mouche !» s'écriait fréquemment la mégère. Et vite, elle dressait de terribles appareils de mort pour détruire les pauvres petits êtres ailés et bourdonnants. Dans toute la maison, ce n'était que papier tue-mouche, que carafe à noyade, que fil attrape-mouche, etc., etc. « Pauvre mouche !» sanglotait mon protégé. Et chaque fois qu'il rencontrait un de ces meurtriers engins, il le jetait dehors. D'où fureur de la gouvernante et lutte homérique entre la destruction et la pitié. Ce fut cette dernière qui eut le dessus. Le fils de mon ancienne concierge, sentant que si les mouches ne se livraient plus à leur petite incongruité, on les laisserait tranquilles, eut une de ces idées que seule fournit la bonté, égale au génie. Il confectionna de petites boulettes, avec un mélange de bismuth et de miel de Narbonne. Les mouches s'en régalèrent et contractèrent aussitôt une constipation opiniâtre, qui fut leur salut. À propos ingénieux d'un voyageur de commerce. J'ai toujours aimé le voyageur de commerce. Philosophe, gai, souvent spirituel, qu'il pleuve ou vente, toujours il chante, soir et matin, sur son chemin,
Et lorsque par hasard quelqu'un s'informe, quel est donc ce farceur? Vous pouvez répondre hardiment. Eh bien, c'est un commis voyageur, avec 80 chances pour cent de ne pas vous tromper. J'ai même envie de faire une chanson là-dessus. Il y a peu de jours, j'eus l'occasion de déjeuner en compagnie de voyageurs, et je ne vous cache pas que ce fut pour moi une véritable bonheur. D'abord, j'acquis sur différentes spécialités industrielles et commerciales des connaissances dont je me félicite aujourd'hui. Et je connus, en outre, quelques piquantes anecdotes dont je m'excuse, envers ces messieurs, de dérober une pour la servir en pâture à mes petites lectrices chéries. Un voyageur d'une maison assez importante de la rue du Sentier rentrait dernièrement à Paris après une tournée plutôt infructueuse. Un de ses patrons lui fit, à ce sujet, quelques observations mi-paternelles, mi-sévères. « Je ne sais pas ce que vous avez, mon ami, mais depuis quelque temps, vous n'augmentez pas beaucoup notre chiffre d'affaires en province. » Oui, je sais bien, mais que voulez-vous? Ce n'est pas de ma faute. Les affaires ne vont pas. Tout le monde se plaint. Ne croyez pas cela, mon ami. Quand on représente la maison Sol, Troulala et Alcindor, on doit faire des affaires quand même. Oh, parfaitement. Votre insuccès, j'en suis persuadé, tient à votre façon de vous présenter. Comment vous présentez-vous? Je me présente, dame, je me présente comme tout le monde. Montrez-moi comment vous vous présentez. Que dites-vous en entrant? Ici, le voyageur eut la forte velléité d'envoyer promener son patron. Après tout, il n'était pas payé pour faire ainsi le Jacques devant son patron et ses collègues. Mais l'autre insistait toujours, plus paternellement maintenant. Voyons, mon ami, montrez-moi comment vous vous présentez. Vous êtes un excellent employé, et si vous ne faites pas un chiffre d'affaires plus élevé, c'est que vous ne savez pas vous présenter au client. Que lui dites-vous en entrant au client? Je lui dis bonjour, et je lui demande s'il désire voir ma collection. Justement. Eh bien, ce n'est pas du tout ça. Je vais vous montrer, moi, comment on doit se présenter. Tenez, asseyez-vous là, mon ami. Vous allez jouer le rôle du négociant de province. Moi, je ferai le rôle de voyageur de commerce. Et la petite scène suivante a lieu. J'ai bien l'honneur de vous souhaiter le bonjour, monsieur, dit le faux voyageur. Bonjour, bonjour, grogne le faux négociant de province. J'ai une collection entièrement nouvelle avec moi, et je vous prie, monsieur, de bien vouloir m'accorder un instant pour vous la montrer. Qui êtes-vous? Je suis monsieur X, voyageur de la maison Sol, Troulala et Alcindor. Ah, vous êtes le voyageur de cette maison? Eh bien, tant mieux pour vous. Car si au lieu d'être simplement le voyageur, vous étiez le patron, je vous sortirais de chez moi à coups de bottes dans le derrière. Tout le monde, naturellement, à commencer par monsieur Alcindor lui-même, s'esclaffa de cette inattendue sortie. Et le voyageur, malgré son très vif toupet, fait encore partie de la maison Saul, Tralala et Alcindor.